Pour la première fois depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, le régime syrien a totalement perdu le contrôle d'Alep, deuxième ville et poumon économique du pays, désormais aux mains de forces rebelles et de combattants djihadistes. Hostiles au régime du président syrien Bachar al-Assad, ces hommes ont lancé une offensive éclair qui a déjà fait des centaines de morts. Alors quelles ont été les réactions et que risque-t-il de se passer dans les prochains jours? Salut, c'est Blanche, Hugo est encore en tournage aujourd'hui. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en une dizaine de minutes. La guerre civile semble donc s'être réveillée en Syrie avec la prise symbolique ce week-end de la ville d'Alep, qui était aux mains de Bachar al-Assad depuis 2016 par des islamistes. Alors je ne vais pas vous résumer tout ce qu'il s'est passé ces 15 dernières années en Syrie, mais ça me paraît essentiel de remettre un petit peu de contexte pour bien comprendre comment on en est arrivé là. La Syrie, c'est donc un pays d'Asie de l'Ouest et elle est plongée dans une guerre civile très violente qui a débuté en 2011 après des manifestations pacifiques contre le régime de Bachar al-Assad dans le contexte du printemps arabe. La violente répression des protestations a conduit à une insurrection armée opposant les forces du régime syrien, soutenues par plusieurs alliés, à savoir la Russie, l'Iran ou encore le Hezbollah libanais, à des groupes rebelles et djihadistes. En plus de 10 ans, la guerre a fait plus de 500 000 morts, des millions de déplacés et a créé une crise humanitaire majeure en Syrie. Aujourd'hui, le régime syrien contrôle une grande partie du territoire avec le soutien de ses alliés, mais des groupes rebelles subsistent, notamment dans le nord du pays. Et ce sont ces groupes rebelles qui ont pris le contrôle d'Alep ce week-end. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces rebelles ont pris la majeure partie de la ville, des bâtiments gouvernementaux et des prisons. De son côté, l'armée syrienne, donc du gouvernement de Bachar al-Assad, a confirmé la présence de rebelles dans, je cite, de larges parties d'Alep et a fait état de dizaines de morts et de blessés. Alors pour l'instant, le bilan est encore provisoire, mais cette offensive éclair, donc qui a eu lieu entre vendredi et dimanche, a fait plus de 412 morts selon l'OSDH, parmi eux 214 rebelles, 137 membres des forces syriennes et 61 civils. Résultat, des milliers de personnes ont dû être déplacées et ont trouvé refuge dans des camps aux alentours. Les forces rebelles ont par ailleurs attaqué les faubourgs de la ville de Hama et ont progressé en dehors d'Alep, selon des responsables locaux et l'OSDH. En riposte, des avions syriens et russes ont bombardé des secteurs tenus par ces groupes islamistes dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, mais aussi dans la province d'Alep, tuant au moins 15 civils, dont des enfants, toujours selon l'OSDH. Mais alors, qui sont ces rebelles exactement et quel est leur objectif? La coalition qui a pris la ville d'Alep ce week-end est menée par les islamistes radicaux de Hayat Tahrir al-Sham, aussi appelé HTS. C'est un groupe qui a été fondé en janvier 2017 et qui résulte de la fusion de plusieurs groupes djihadistes syriens et d'autres factions islamistes. Cette fusion visait à unir les forces djihadistes en Syrie et à renforcer leur influence face à d'autres groupes rebelles et surtout à l'État syrien de Bachar al-Assad, leur ennemi juré. HTS est reconnu par l'ONU comme une organisation terroriste. Le groupe suit une idéologie salafiste, prônant une interprétation rigoureuse de l'islam sunnite et cherche à établir un État islamique en Syrie basé sur la charia, donc la loi islamique. Cependant, et c'est un élément absolument majeur à avoir en tête, ils sont radicalement opposés au groupe État islamique, responsable notamment des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Et en l'occurrence, les membres de HTS interrogés par des médias à Alep assurent vouloir protéger le peuple syrien pour le libérer, je cite, du régime criminel de Bachar al-Assad. Ils visent notamment désormais la ville d'Hama, située au centre de la Syrie, un point stratégique qui les rapproche de Damas, la capitale syrienne. À noter qu'il n'y a pas que le groupe HTS, il y a aussi des groupes rebelles, soutenus pour certains par la Turquie, qui les a armés, financés et renseignés. La raison, c'est que le président turc Erdogan rêve de voir tomber Bachar al-Assad, car il le voit comme un obstacle à ses ambitions régionales, mais aussi comme une menace pour l'intégrité territoriale de la Turquie, et une source de problèmes économiques et politiques. Mais alors, pourquoi ce réveil de la guerre en Syrie, aujourd'hui spécifiquement? Eh bien, selon le journaliste et chercheur Wassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes interrogé par France Info, cette offensive a été permise par une fenêtre d'opportunité créée par d'autres fronts qui se sont ouverts ou intensifiés dans la région. Il parle notamment des frappes d'Israël au Liban contre le Hezbollah, allié du régime syrien. Même chose pour les gardiens de la révolution en Iran, visés par des attaques, eux aussi des alliés majeurs de Bachar al-Assad. Enfin, il y a évidemment la Russie, alliée historique de la Syrie, mobilisée, elle, en Ukraine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, les alliés de la Syrie étaient distraits par d'autres conflits, et donc ça a créé un vide militaire sur les fronts, à Alep notamment. Et seules les troupes de Bachar al-Assad sont en réelle difficulté pour soutenir une offensive d'envergure comme celle de ce week-end. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'il y a un risque d'escalade du conflit dans la région,
région qui est déjà très instable et surtout d'exportation avec de potentiels attentats dans d'autres pays. Eh bien pour l'instant, pas vraiment. Toujours selon Wassim Nasr, le groupe HTS est moins radical que l'État islamique. Il explique avoir été témoin de leur tolérance envers les minorités, notamment envers les chrétiens, qui ont par exemple été autorisés à reconstruire leurs églises et à pratiquer leur culte dans les régions contrôlées par les rebelles. La question aujourd'hui est surtout de savoir si le président syrien Bachar al-Assad peut tomber, dans la mesure où les rebelles avancent rapidement et sont assez bien armés, et où ses deux alliés, la Russie et l'Iran, sont occupés sur d'autres fronts, même si la Russie a tout de même mené des raids ce week-end pour repousser les rebelles, on en parlait juste avant. En tout cas, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a déclaré ce dimanche surveiller de près la situation sur le terrain. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Avant de passer aux actualités en bref, ça vient de tomber, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré la loi martiale contre les forces communistes nord-coréennes, ce qui suscite une vive inquiétude dans le pays. La loi martiale, c'est une mesure juridique qui autorise l'emploi de la force armée et restreint de nombreuses libertés. Dans le détail, elle prévoit que les activités des partis politiques, les manifestations et l'accès au Parlement soient interdits en Corée du Sud. Les médias et les éditeurs sont aussi censés passer sous contrôle du gouvernement. Cette décision surprise du président sud-coréen, elle intervient alors qu'il bataille avec l'opposition sur le budget de 2025. Il évoque des forces anti-étatiques pro-nord-coréennes dans l'opposition. Mais revirement de situation quelques minutes plus tard, lorsque l'Assemblée nationale a adopté en urgence, à l'unanimité avec les membres présents sur place, une demande de résolution pour lever la loi martiale. Voilà ce que l'on sait pour le moment. À l'heure où je tourne ces actus, l'armée et les forces de sécurité semblent progressivement évacuer le Parlement. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Les motions de censure déposées par le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National vont être examinées ce mercredi à partir de 16h. Les deux groupes ont déposé leur motion de censure ce lundi en réponse au déclenchement du 49.3 par le Premier ministre Michel Barnier sur le budget de la sécurité sociale, qui a permis de faire passer le texte sans le vote des députés. Et cette fois-ci, la démission forcée du gouvernement est quasiment certaine puisque le Rassemblement National a notamment promis de voter la motion de censure du NFP, qui a pour but de faire démissionner le Premier ministre et l'ensemble de ses ministres. Si c'est le cas, ce serait assez historique. Ces dernières années, des motions de censure avaient déjà été déposées, notamment contre l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne, mais elles n'avaient jamais été votées à la majorité. En fait, dans toute l'histoire de la Ve République, une seule motion de censure a été votée, et c'était en 1962. En tout cas, le vote et le verdict final devraient donc tomber ce mercredi vers 19h. On suivra évidemment tout ça sur nos comptes TikTok et Instagram, et Hugo sera également en live sur YouTube pour suivre tout ça en direct. Deuxième actu, deux importantes grèves vont avoir lieu ce jeudi 4 décembre en France. Le secteur de la fonction publique et de l'énergie sont particulièrement concernés. Les syndicats, la CGT, la CFDT, l'UNSA, la FSU, Solidaire, la CFE-CGC et la FAFP ont tous appelé à la grève. L'objectif de cette grève, c'est de s'opposer au texte du budget 2025 du gouvernement qui prévoit 1,2 milliard d'euros d'économies dans l'administration pour combler son déficit. Mais selon les syndicats, ces économies risquent de compromettre le bon fonctionnement de nombreuses institutions comme les écoles, les hôpitaux ou d'autres services publics. Les professeurs et le personnel éducatif sont aussi concernés. Le FSU-SNUIP, le principal syndicat des professeurs dans le premier degré, a annoncé près de 65% de grévistes ce jeudi chez les professeurs en maternelle et en primaire. Et concernant le secteur de la santé, le personnel soignant devrait également se mobiliser, mais attention, ça ne devrait normalement pas perturber l'accueil des patients dans les hôpitaux. Troisième actu, 9 personnes ont été tuées ce lundi dans des bombardements israéliens sur des villages du sud du Liban. Au total, Israël a déclaré avoir bombardé des dizaines de cibles du Hezbollah au Liban malgré le cessez-le-feu censé être entré en vigueur le 27 novembre. En fait, depuis le début du cessez-le-feu, les deux camps s'accusent mutuellement de l'avoir violé à de nombreuses reprises. Ce lundi, le Hezbollah avait revendiqué une attaque pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, mais de son côté, le président du Parlement libanais accuse Israël d'avoir violé le cessez-le-feu à, je cite, au moins 54 reprises. En réponse, le ministre israélien des Affaires étrangères a rejeté ces accusations et a affirmé, je cite, qu'Israël faisait au contraire respecter le cessez-le-feu en réponse aux violations du Hezbollah. Les États-Unis, le principal allié d'Israël, ont affirmé que la trêve tenait toujours et qu'ils examinaient les accusations des deux camps. Quatrième actu, près de 2 influenceurs sur 3 ne vérifient pas leurs informations avant de les partager à leur communauté selon une étude de l'agence de l'UNESCO. Selon l'étude qui a interrogé 500 créateurs de contenu dans 45 pays différents, 42% des influenceurs se basent sur le nombre de vues et de likes qu'a reçu un contenu pour vérifier la véracité d'une information. Et les médias traditionnels sont d'ailleurs seulement la 3e source la plus utilisée par les créateurs après leurs propres recherches et leurs propres expériences. Mais le truc, c'est que ce manque de vérification peut mener à de la désinformation et à la propagation de fake news. Pour lutter contre ça, l'ONU a lancé une formation gratuite en ligne destinée aux influenceurs. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Cinquième actu, la Belgique est devenue le premier pays au monde à proposer un contrat de travail et des protections pour les travailleuses et travailleurs du sexe. Le pays avait déjà décriminalisé et donc rendu légal le travail du sexe en 2022. Il était donc en quelque sorte toléré mais pas reconnu. Mais aujourd'hui, concrètement,
Parallèlement, la Belgique permet aussi aux personnes qui se prostituent d'avoir accès à des congés payés, au chômage ou encore d'avoir accès à la sécurité sociale par exemple. En échange, leur employeur a interdiction de recruter des étudiants et il devra aussi fournir un lieu de travail sain et propre équipé d'un bouton d'alerte que le ou la prostituée peut actionner en cas de danger. A noter que cette avancée ne s'applique qu'aux établissements où l'accès est contrôlé, comme les maisons closes par exemple, mais pour les travailleuses et travailleurs de rue, la situation reste précaire et le proxénétisme reste lui interdit. Si un employeur a recours à des travailleurs du sexe en dehors du cadre légal fixé, il pourra donc être poursuivi. En tout cas, cette loi inscrit aussi pour la première fois certains droits légaux pour les travailleurs et travailleuses du sexe, comme le droit de refuser un client ou encore le droit d'interrompre ou d'arrêter l'activité à tout moment. Et on termine avec cette actu, le futur président américain Donald Trump assistera à la cérémonie de la réouverture de Notre-Dame de Paris prévue ce samedi. Au total, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour la réouverture de la cathédrale au public, et il s'agira donc du premier déplacement à l'étranger de Donald Trump depuis sa victoire à l'élection présidentielle américaine début novembre. Notre-Dame de Paris avait été partiellement détruite par un incendie le 15 avril 2019, et à l'époque, Donald Trump, qui était président, avait notamment suggéré dans un tweet d'envoyer des avions bombardiers d'eau, et ce tweet avait beaucoup fait réagir puisqu'en vérité, le poids de l'eau aurait encore plus détruit la cathédrale. Merci Samy, on termine avec la question du jour. Je croyais qu'on pouvait changer de gouvernement seulement une fois par an. Alors en fait, il n'y a pas de limite au nombre de fois où le président peut changer son gouvernement. En réalité, en France, le président de la République peut même nommer un nouveau Premier ministre ou changer son gouvernement autant de fois qu'il le souhaite pendant son mandat. Par contre, ce qui peut avoir lieu seulement une fois par an, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, comme l'a fait Emmanuel Macron en juin. Dans ce cas, les élections législatives pour réélire ou élire de nouveaux députés ne peuvent avoir lieu qu'une fois par an. Et donc par exemple, si Emmanuel Macron veut à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale, il pourra le faire en juin 2025. Aujourd'hui, c'est donc le vote d'une motion de censure qui pourrait forcer le président à changer son gouvernement, mais aucune nouvelle élection n'aura lieu. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi avec nous ces actus du jour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.